Dorian, tu me dis quand? C'est parti. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci Dorian et Étienne d'avoir organisé ces journées d'études-là, puisque à l'instar de Yacine, j'étais moi aussi présent en 2019 avant la pandémie, et je suis très heureux de vous présenter effectivement ce travail que l'on mène avec Julien Fuchs, qui n'a malheureusement pas pu se libérer puisqu'il est au Canada actuellement. Et donc du coup, je vais vous présenter cette expérimentation d'éducation générale et sportive qui va faire écho effectivement aux présentations qui ont été réalisées au cours de cette demi-journée. Je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus pratique pour que vous puissiez, entre guillemets, vous, futurs candidats au concours, de pouvoir réutiliser ces éléments-là, puisque je vais essayer de vous présenter cette expérimentation dans sa dimension la plus concrète et la plus pratique. Donc je ne vais pas m'appesantir sur le contexte idéologique et politique de Vichy, mais par contre, je vais vous présenter la façon dont les enseignants qui ont mené cette expérimentation-là ont construit cette expérimentation et l'ont organisée. Donc cette colonie de vacances s'est déroulée de 1942 à 1944 ce travail s'inscrit un petit peu à la croisée des axes 1 et 2 de ces journées d'études, puisqu'on est bien dans un contexte extrascolaire, mais par contre, et là c'est la spécificité vraiment de cette colonie de vacances, c'est que ce sont des futurs professeurs d'éducation physique qui vont avoir en charge l'animation, la structuration, l'organisation, l'évaluation de cette colonie de vacances. En effet, ces élèves sessionnaires de l'École nationale d'éducation physique et sportive ont été sélectionnés et recrutés par Maurice Baquet, alors directeur technique de cette institution-là, et ils ont été envoyés dans cette colonie de vacances. Donc les enfants entre guillemets, ont été recrutés au sein d'un regroupement corporatif issu de la presse parisienne. Et ils ont été au nombre de 253 en 1942, de 350 en 1943 et autour de 400 en 1944. Donc ça fait un volume relativement important d'enfants qui sont passés à travers cette colonie de vacances. Par contre, il y a peu, à ma connaissance, de données qui ont été réalisées sur cette colonie de vacances. Elle est inconnue, hormis un travail de master qui a été réalisé par une étudiante sous la responsabilité de Bernard Lebrun en 2005. Hormis ce travail-là, eh bien, cette colonie de vacances-là est inconnue des historiens. Donc, l'objet ici, c'est de vous présenter cette expérimentation et de me centrer effectivement sur sa dimension la plus concrète. Alors, au niveau de mon intervention, je vais très rapidement contextualiser cette dernière et expliquer un petit peu en quoi et comment elle s'inscrit dans le contexte de révolution nationale. Et donc, je ferai le lien avec l'éducation des corps en temps de crise. Ensuite, je vous présenterai effectivement l'importance pour les enseignants de cette colonie de vacances, puisque c'est au cours de cette colonie qu'ils vont affirmer leur identité professionnelle et qu'ils vont construire vraiment une expérience, voire une forme d'expertise dans l'organisation et la gestion des groupes à travers une programmation vraiment très forte de leur enseignement. Puis je vous présenterai la conception même de cette colonie de vacances, qui est une reformulation vraiment du slogan hébertiste « Être fort pour être utile ». Ici, ils l'ont transformé en « Devenir fort pour être utile ». Et donc, le changement de verbe est ici très intéressant, puisque ça s'adresse à des élèves. Et donc, l'objectif de progrès, de progression, est ici au cœur de leur démarche. Et puis, je vous présenterai des épreuves que les enfants de la colo ont vécues, d'accord, au cours des étés 42, 43 et 44, et des épreuves qui mettent réellement en jeu les corps dans le cadre d'une formation morale. Donc, le litre d'eau et les jeux de nuit, vous verrez un petit peu de quoi il s'agit. C'est assez éprouvant d'un point de vue physique et mental. Donc, cette colonie de vacances, en fait, elle a été d'abord instruite par la Renaissance sanitaire, dans le sens où c'est bien une association en fait qui construit
un site architectural, comme on le voit sur la photographie de droite, qui articule la tradition et la modernité. Donc cette association-là, la Renaissance sanitaire, construit un préventorium dans les années 30, mais qui ne sera jamais ouvert suite à l'affaire Stavinsky, qui ébranle vraiment la Troisième République, où il y a des malversations d'argent et qui empêchent l'association d'ouvrir son préventorium. Donc ce site-là ne sera jamais ouvert, il est construit. Par contre, il reste en l'état de friche et il sera utilisé à partir de 1939 par l'armée française qui réquisitionne le site, qui installe son complexe, et l'armée allemande, après la défaite, récupère ce site-là. Et ce n'est qu'à partir de 1941 que s'y installe une colonie de vacances sous la direction du groupement de la presse parisienne qui est dirigé par Jean Luchaire. Donc je reviendrai un petit peu sur ce personnage plus tard, mais on voit que c'est un site qui est architecturalement très intéressant, puisque à l'arrière-plan de la photo, on voit que c'est un château, le château Latour, édifié en 1865, et un solarium qui est construit dans les années 30, donc, et qui permet aux enfants d'être baignés dans la lumière et d'être en contact direct avec la nature. Ce n'est qu'à partir de 1942 que les élèves sessionnaires de l'ENEP prendront possession de ces éléments-là et se revendiqueront comme étant des professeurs d'éducation générale. Donc Liancourt, pour situer très rapidement, c'est une ville qui se situe à 60 km de Paris et qui est au cœur de l'Oise et très proche également de la Verberie, c'est-à-dire un site que le mouvement scout utilise pour former les cadres et sur lequel effectivement des auteurs dont Sylvain a parlé, Robert Lafitte, Pierre-René David, sont intervenus, et ça se situe à quelques kilomètres de Liancourt. Donc il y a une concentration ici de sites qui sont intéressants et qui sont très proches de Paris. Et par rapport à la structure effectivement des sites de colonies de vacances qui ont pu exister sous Vichy, Liancourt occupe une zone intéressante parce qu'elle est située en zone occupée. Donc cette colonie de vacances se déroule avec l'approbation de l'occupant allemand, à la différence d'autres colonies de vacances qui se sont déroulées dans la zone libre et dont lesquelles le gouvernement a fait écho dans les revues du bulletin d'éducation générale et sportive ou dans la revue Stade qui succède, et dont le commissariat se fait écho de ces colonies de vacances-là. La colonie de Liancourt, elle, passe au travers de ça, puisqu'elle est située en zone occupée, et donc elle est, entre guillemets, passée sous silence par rapport à l'institution. Et donc, il y a un réseau qu'il faut comprendre pour vraiment analyser la façon dont émerge cette colonie de vacances. Donc il y a 3 pôles qui me paraissent vraiment essentiels. Le premier, c'est le groupement corporatif de la presse quotidienne parisienne, dirigé par Jean Luchaire, et qui donc va accueillir les enfants issus dont les parents travaillent pour la presse parisienne. Et Jean Luchaire est en relation directe avec Otto Abetz, qui est l'Allemand responsable du secteur de Paris et de la région parisienne et de la zone occupée. Et donc cette colonie de vacances, entre guillemets, elle est dépendante de ça. Cette colonie s'inscrit dans la politique du commissariat de l'éducation générale et sportive, puisqu'elle va appliquer la volonté de la réforme nationale, de la révolution nationale. Et on va voir que l'École nationale d'éducation physique et sportive va être, entre guillemets, celle qui va servir de promotion de cette méthode et qui va réellement la mettre en œuvre. On va le voir que là, pour le coup, cette expérimentation a réellement mis au quotidien cette méthode d'éducation générale et sportive. C'est Jacques Godet, le directeur de l'auto, qui a sollicité Maurice Baquet pour recruter les élèves sessionnaires. Alors le premier à être responsable de ça, c'est Yann Léger, ou Yannick Léger, et en 1942, et ensuite c'est Jean Zorot qui récupérera la responsabilité de la colonie de vacances. Donc moi, au cours de cette présentation, je vais m'axer essentiellement sur cette relation entre l'école nationale et sur ce que
enseignants ont mis en place concrètement dans leur quotidien auprès des enfants. Mais il faut savoir qu'il y a tout ce contexte politique, idéologique qui serait à expliciter et à creuser. Alors, le corpus sur lequel j'ai travaillé, c'est effectivement le fonds Jean Zorro, puisque Jean Zorro a été partie prenante de cette colonie de vacances. Et il a donc conservé dans ses archives tout le contenu propre de ces cours, de cette expérimentation. Alors, j'ai croisé ce fonds d'archives au bulletin mensuel du groupement corporatif de la presse parisienne et de la revue En Forme, qui sont disponibles à la Bibliothèque nationale de France. Et donc, il y a une mise à distance qui est nécessaire, puisque effectivement, on est dépendant, entre guillemets, en tant que chercheur de ces fonds d'archives. Par rapport à Jean Zorro, eh bien, je ne sais pas exactement ce qu'il a sélectionné, ou en tout cas ce qu'il a gardé de ces fonds d'archives. Donc, il y a une possible sélection de ces archives. Et par rapport aux journaux et aux bulletins, il y a bien une dimension de propagande qu'il va falloir, entre guillemets, intégrer pour pouvoir analyser. Donc mon objectif, ce n'est pas effectivement de juger cette expérimentation, mais par contre d'essayer de la décrire au plus près de ce qui s'est passé sur le terrain avec les enfants. Donc mon premier point, effectivement, c'est l'affirmation d'une identité professionnelle. Alors si l'EGS constitue, d'après Giolito, un système pédagogique qui fait l'unanimité contre lui et qui de fait est voué à l'échec, on a ici, avec l'expérimentation de Liancourt, une nuance par rapport à ce front de refus. En effet, c'est à travers cette expérimentation que les enseignants qui ont été choisis par Maurice Baquet se sont affirmés en tant qu'enseignants, qu'ils ont pu tester, expérimenter ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils voyaient encore en formation initiale, et qu'ils ont pu tester et mettre en œuvre ceci. Alors vous voyez que là, j'ai pris un extrait du bulletin mensuel numéro 14-17 en 1943, où les enseignants affirment être des professeurs d'éducation générale. C'est assez fort pour pouvoir le noter, puisque effectivement, il y a cette affirmation de l'identité de professeur. On ne parle pas de moniteur, on ne parle pas d'animateur, on parle bien de professeur général. Au sein de cette colonie de vacances, il y a des moniteurs qui encadrent les enfants au quotidien, et au-dessus de ça, il y a les professeurs d'éducation générale qui sont ces élèves sessionnaires de l'ENEPS qui coordonnent et qui assurent la coordination de cette éducation pour pouvoir allier effectivement l'éducation morale des enfants qui leur sont confiés. Donc on voit ici que les élèves sessionnaires s'engagent pleinement, s'investissent dans ce rôle. Et ici, il y a un lien possible entre la formation initiale qu'ils ont reçue et la mise en œuvre concrète de cette expérimentation. Alors, j'ai consulté les notes techniques de l'ENEPS et dans le numéro 2 des notes techniques, il y a un article qui traite de la doctrine d'éducation générale et qui présente aux étudiants de l'ENEPS cette nouvelle doctrine. Et donc, ces élèves-là la mettent en œuvre au sein de l'expérimentation. Et ils sont, entre guillemets, sur l'opérationnalisation de ces éléments vus en formation initiale. Deux faits qui me semblent aussi significatifs, c'est que Yann Léger demande à Roger Malheur, qui est le responsable de la production des articles, de signer collectivement les articles. C'est-à-dire qu'au départ, le premier article envoyé à la revue En Forme est signé individuellement. C'est Yann Léger qui est mis en bas de l'article. Et Yann Léger envoie une réponse à Roger Malheur pour lui dire « Nous travaillons collectivement, nous sommes une équipe pédagogique et je souhaite que soit à noter ENEPS en fin des articles pour qu'il y ait cette dimension collective. Nous sommes formés au sein de cette école et nous n'avons rien à voir avec les moniteurs qui sont formés en quelques semaines, et il insiste sur cette temporalité de la formation qui diffère clairement entre des moniteurs et des professeurs. Donc cette affirmation identitaire me paraît assez significative pour l'époque. Et ensuite, le deuxième fait, c'est le recrutement d'une monitrice. En 1942, Eliane Marchand fait partie de ces monitrices, entre guillemets, qui ont en charge la gestion de ce qu'on appelle la vie quotidienne de la colonie de vacances. Et les enseignants de l'ENEPS vont la former en dehors de l'animation et de la gestion de la colonie, vont lui donner des cours
pour qu'elle puisse, entre guillemets, se former, et elle intégrera l'école normale à la Libération. Enfin, en 1945, elle fera partie de l'ENSEP à partir de 1945, et elle sortira, entre guillemets, professeur d'éducation physique. Donc il y a une volonté aussi de la part des enseignants d'avoir une action de prosélytisme et d'engagement par rapport au public qu'ils côtoient. Alors, mon point suivant, c'est effectivement la conception, la doctrine, entre guillemets, qui anime les auteurs, les concepteurs de cette expérimentation. Alors, vous m'excuserez sur la diapositive, j'ai utilisé une illustration qui n'est pas issue de mon corpus de travail. Par contre, je trouvais que cette représentation de Villemain de ce qu'est l'éducation générale était révélatrice de ce que les élèves sessionnaires de l'ENSEP avaient proposé. Et donc, pour répondre effectivement à ce qui a été dit précédemment, on voit bien que l'éducation générale, c'est bien la conjonction de ces 7 branches-là, et qu'on ne peut pas réduire l'éducation générale et sportive à la seule méthode naturelle. Même si c'est effectivement le massif central, il y a toutes les autres branches qui participent de l'éducation générale. Et on va le voir, au cours de l'expérimentation de Liancourt, les enfants de Liancourt vont vivre toutes ces branches-là. Ils vont effectivement faire de la corrective, ils vont faire de l'éducation physique, des cours d'éducation physique, mais aussi des grands jeux, initiation sportive, du rythme, des travaux manuels, du chant. Bref, c'est vraiment l'application, mais quasiment point par point, de cette éducation générale voulue par le commissariat et donc mise en œuvre par les enseignants. Et donc, les élèves sessionnaires ici disent que c'est un savant dosage de méthode naturelle et de scoutisme. Et c'est assez révélateur de leur conception, puisqu'ils vont articuler effectivement ces éléments-là en les équilibrant dans le cadre du site de Liancourt, où effectivement on est bien sur une confrontation à la nature avec l'articulation de ces 2 éléments-là. Et dans les notes techniques, on voit bien un harmonieux amalgame entre ces différentes méthodes. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un syncrétisme ou d'un éclectisme des méthodes? Là, on pourrait en discuter. Moi, je pense plutôt que c'est un syncrétisme parce qu'il y a une juxtaposition. D'ailleurs, quand les élèves sessionnaires évaluent l'expérimentation à la fin d'un été, ils disent que c'est très difficile d'être cohérent jusqu'au bout et d'aller à fond sur toutes les branches de cette éducation générale. Ils ont survolé certains éléments et d'autres éléments ont pris le pas, comme l'éducation générale qui prend le pas sur, par exemple, l'éducation physique. Ils ont le sentiment d'avoir minimisé l'éducation physique au détriment des autres branches. Donc, ça se discute, mais je pense qu'il y a effectivement ici une difficulté à tenir toutes ces branches-là au cours de leur programme. Alors, voilà un exemple effectivement de programme hebdomadaire. Il faut savoir que, alors vous n'arriverez pas à lire effectivement le contenu et le détail. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est que le programme sur une semaine, c'est bien intitulé Programme d'éducation générale, et qu'à l'intérieur de ce programme d'éducation générale, il y a de l'éducation physique avec des mouvements de dérouillage, des marches, du grimpé. Donc on voit bien ici l'influence hébertiste, des actions de sauter, porter, et excusez-moi, la suite du parcours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les élèves vivent chaque semaine un parcours, des épreuves sur lesquelles ils s'entraînent tout au long de la semaine. Donc il y a bien ici une confrontation à des épreuves. Ils vont passer des brevets d'athlètes débrouillés. Alors ça, ce sont des choses qui existent déjà avant l'expérimentation de Liancourt. Par contre, ils vont les systématiser. Le brevet de l'athlète débrouillé, ça existe déjà. Pierre de Coubertin proposait une forme de brevet que les sportifs pratiquaient à travers des épreuves tests. Là, sous Liancourt, ça va être systématisé et chaque semaine, les élèves passent des brevets. Par exemple, les élèves doivent cuisiner tout un repas et ils vont devoir donc passer ce brevet de cuisinier. On leur donne les instruments, le matériau de base et ils cuisinent pour toute l'assemblée. Ça, c'est un exemple concret de brevet.
Et donc vous voyez le parcours, hein, on pourra y revenir, mais regardez un petit peu comment c'est conçu, on y reviendra par la suite, puisque dans la revue EPS, il y aura des articles, notamment de Pierre Parasol ou de Jean Zoro, qui sont la reprise in extenso de ce type de parcours-là. L'influence scout, elle se donne à voir à travers la promesse du petit lion courtois. C'est une promesse qui est la reprise de la loi des éclaireurs qui date de 1923. Et donc la promesse, c'est vraiment un moment solennel qui ne touche pas nécessairement tous les enfants. Tous les enfants ne le passent pas. Par contre, c'est collectif, c'est ritualisé. Et il y a une forme effectivement d'adhésion à tout un ensemble de valeurs. Je vous ai mis la loi du petit lion courtois. C'est assez révélateur de cet engagement moral que les colons prennent par rapport à ça. Jean Zoro termine cette loi du petit lion courtois. Je promets, sur mon honneur, de faire tout mon possible pour servir mon pays, rendre service à tout moment et obéir à la loi du petit lion courtois. Donc ici, on est bien sur la dimension morale, effectivement, de cette éducation des corps qui est au cœur, effectivement, de cette expérimentation. Il me reste plus que 4 minutes, donc je vais accélérer sur les expériences. Un peu moins ? Bon, j'accélère. Donc, le concours du litre d'eau, il faut imaginer que le but pour les élèves, pour les colons, c'est de faire bouillir 1 litre d'eau à partir d'une gamelle et une allumette. Et donc, je vous laisse prendre connaissance effectivement du récit de cette épreuve qui est donnée dans le bulletin en forme de 1942, donc à destination des parents, pour que les parents sachent ce qui s'y passe. Et donc, il y a cette confrontation à l'épreuve, et il y a l'anecdote d'un groupe qui renverse effectivement tout son litre d'eau qui était presque sur le point de bouillir. Et là, on voit l'expérience presque doloriste, en fait, des élèves qui sont en train de tenir la gamelle, qui se brûlent, qui ont le visage cramoisi, qui se laissent rôtir stoïquement. Les mots sont très forts par rapport à ça. Et qui renverse l'eau et qui dit « on recommence ». Et ils ont recommencé. Et c'est ça, en fait, qui est essentiel, c'est de voir que eh bien, cette endurance, cette confrontation à l'effort, entre guillemets, les amène à recommencer, et même s'ils ne sont pas classés, parce qu'on voit qu'il y a quand même une hiérarchie par rapport aux pratiquants, par rapport au temps, donc il y a quand même un versant un peu compétitif, c'est-à-dire que les pratiquants sont mis au défi de finir le plus vite possible, eh bien c'est la confrontation à cet effort moral. La deuxième épreuve, c'est les jeux de nuit. Donc là, c'est simple, les élèves sont amenés en pleine forêt, de nuit, et ils doivent réaliser un parcours. Ils doivent passer par des balises. Donc ça ressemble un petit peu à une course d'orientation guidée. Ils doivent passer par des balises. Mais seulement, il y a une équipe adverse qui est là pour capturer des fanions. Et au sein de chaque équipe, il y a un chef d'équipe qui est mis en évidence à travers un bandeau blanc. Si l'équipe qui est chargée de capturer les orienteurs capture un chef, eh bien, ils ont, entre guillemets, la possibilité de gagner plus de points. Et l'équipe, entre guillemets, qui s'est donc fait capturer son chef, peut échanger 3 pratiquants contre le chef. Et donc, une fois qu'on a récupéré le chef, l'épreuve peut repartir. Mais ça donne bien ici une parabole guerrière qui est assez intéressante à creuser, en plein contexte de guerre, où là, les enfants vont vivre l'expérience de la valeur de ce qu'est le chef. Et ça interroge effectivement sur les dimensions morales et axiologiques qui sont sous-jacentes à ce type d'épreuve. Pour conclure, quelles traces en fait on peut tenir de cette expérimentation? Eh bien en fait elles sont très faibles, ces traces-là, sauf pour les pratiquants. Pour les pratiquants et pour les enseignants, cette expérimentation de Liancourt a eu une importance capitale. D'accord ? Donc je vous ai mis ici des affiches que j'ai retrouvées sous l'expérimentation de Liancourt et sous la Direction générale de l'éducation physique, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et puis je vous parlais des parcours épreuves. Donc là c'est un exemple qui est édité par Jean Zoro, les parcours de sport collectif. On est quand même en 1961. En 1961, il y a encore des parcours de sport collectif qui sont proposés. Donc là encore, ça vient nuancer la sportivisation de l'éducation physique,
où des enseignants proposent dans la revue EPS des parcours où il s'agit de dribbler, de se matcher, parce qu'ils alternent des sports collectifs, ils enchaînent des sports collectifs. Je vous invite à aller voir ces articles-là. Il y a Jean Zoro, mais il y a aussi Pierre Parasol qui publie des articles là-dessus. C'est assez intéressant. Pour conclure, donc j'ai dit en fait que effectivement l'expérimentation de Lancourt avait eu un impact très fort sur leur vie. Cette photo, elle fait écho, je trouve, à l'ouvrage, à l'excellent ouvrage que Julien Fuchs et Jean-Nicolas Renaud ont édité sur la formation des enseignants, parce que c'est exactement le même mouvement qui est exécuté. Donc c'est Jean Zoro là qu'on voit en train d'effectuer un flip arrière. Et donc cette expérimentation a eu une importance très forte pour les enseignants. Et puis je voulais terminer par cette photo. J'ai démarré par elle, je termine par elle, parce qu'elle me semble être révélatrice de ce qui s'est passé. Et quand Cécile Ratier a interrogé un ancien colon de cette colonie, elle lui a posé la question. Elle a posé la question à un ancien, Michel Balabo. Elle lui pose la question, mais comment avez-vous vécu cette colonie? Et il a dit la chose suivante: j'ai été heureux et fier d'apprendre la nature. Et je pense que cette photographie-là représente des colons qui vivent, entre guillemets, une tranche de vie heureuse dans cette période complexe qui est l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous remercie de votre attention. Merci Yvan. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être développé donc, sur cette expérience, cette colonie de Liancourt? Oui, alors c'est pas, enfin il y a une question et puis après il y a ce sont des remarques générales. Je trouve que la photographie, elle me fait penser aux campagnes de la jeunesse au plein air. C'est un peu la même mise en scène du décor des enfants en mouvement et au plein air. Enfin bon, bref. Moi, je trouve très intéressant ce que vous avez dit sur les dynamiques de réseau. Et en fait, à nous entendre depuis l'après-midi, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes. Enfin, ce sont les mêmes personnes qui interviennent dans des sphères d'influence, qu'il s'agisse de l'éducation physique, du sport, des loisirs, du plein air, de l'école, des colonies de vacances, etc. etc. Enfin là, ça serait intéressant qu'un jour on se penche là-dessus collectivement pour essayer de recréer cette dynamique. Bon, ma question, elle porte sur la formation des cadres et puis le choix justement d'avoir eu recours à des professeurs d'éducation physique. Les diplômes de moniteurs de colonies de vacances, c'est après, je crois que c'est 49 et 49, 54, enfin peu importe. Mais il y avait quand même des cadres en capacité de prendre en charge les élèves, beau lapsus, les enfants dans les colonies. Donc pourquoi ce choix-là n'a pas été fait? Est-ce qu'il s'agit d'un choix par défaut ou pas? Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, moi je pense toujours à Françoise Tétart quand elle parle du glissement du sanitaire au pédagogique après la guerre. Là, on a un vrai exemple, justement, que ce glissement, il peut s'opérer bien avant. Donc je trouve ça très éclairant par rapport à une historiographie qui est peut-être un peu datée. Alors, merci pour ces questions et remarques. Effectivement, le choix de mettre des futurs enseignants comme responsables de cette colonie de vacances, eh bien, j'ai pas encore forcément trouvé la réponse par rapport à ça. Parce que c'est a priori Jacques Godet qui charge Maurice Baquet de faire ce choix-là, mais il n'y a pas de trace, entre guillemets, explicite. Est-ce que c'est un comment ça s'appelle, quelque chose qui est réfléchi et qui est pensé, ou est-ce que c'est une opportunité? Ils se sont croisés, ils se sont dit, tiens, ce serait bien que... J'ai pas forcément la réponse à ça. Par contre, effectivement, il y a des enseignants qui sont investis là-dedans, comme Yann Léger ou Jean Zoro, mais il faut savoir que la promotion de l'ENEPS est divisée en deux. Et donc, quand j'ai posé la question à Jean Zoro, il m'a dit, mais Robert Méran, par exemple, lui, il était à Antibes, au Collège National. Donc, peut-être que s'il avait été à l'ENEP à cette période-là, peut-être que c'est lui qui aurait participé à ça. Yann Léger, ça, Jean Zoro me l'a expliqué, il était plus vieux que les autres
que les autres élèves sessionnaires. Et donc, il avait une formation aussi d'instituteur. Et c'est sans doute pour ça que comment il s'appelle, Maurice Baquet l'a choisi comme premier responsable de cette expérimentation. Jean. Merci Yvon. C'est une question par rapport à la méthodologie, les sources. Est-ce que tu ne serais pas aussi peut-être éventuellement prisonnier des sources et de l'exclusivité des sources, même si tu croises effectivement avec de revues, mais c'est le fonds Jean Zorro. Bon, le fonds Jean Zorro, il a été trié par Jean Zorro avant sa mort. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de croiser avec d'autres sources, par exemple celle des éclaireurs de France, parce que franchement, là c'est quand même compliqué, ou pas compliqué, de voir qu'il y a une forte influence du scoutisme laïque, et puis aussi les archives de la mairie de Liancourt, c'est-à-dire finalement de croiser ton éclairage interne avec des sources issues d'autres institutions qui te permettront peut-être de répondre à tes questions. Oui, merci Jean. C'est exactement, entre guillemets, les contraintes et les biais que je voulais éviter par rapport à cette recherche qui n'est pas encore finalisée. J'ai sollicité la mairie de Liancourt, ils n'ont rien conservé par rapport à cette colonie. J'ai tenté aussi le ministère des Armées, les archives aux armées, pour savoir si effectivement ils avaient, mais pour l'instant ça n'a pas abouti. Mais ce côté effectivement prisonnier des sources, c'est un élément. Je pense qu'effectivement, on va devoir avec Julien être très prudent par rapport à ça. Et si je reprends le réseau, là, effectivement, l'ouverture sur, par exemple, Robert Lafitte ou Henri Marty, ça devrait effectivement ouvrir les choses et ne pas être sur des sources entre guillemets très fermées et issues que de ce fonds Jean Zorro là. C'est problématique parce que les sources sont assez... Enfin, ce qu'a retenu Jean Zorro, c'est assez exhaustif. Il y a tout le détail du contenu des colonies. Par contre, effectivement, il y a toujours le risque de la sélection. On ne sait pas ce qu'il a retenu et ce qu'il a censuré peut-être par rapport à ses sources. Par exemple, tu nous dis rien sur les modes de financement? Ou alors je n'ai pas été attentif, mais qui finance? Tu vois? Et c'est peut-être par ce biais-là aussi que tu vas trouver des clés d'analyse, mais aussi de compréhension, quoi. Et Dorian me faisait remarquer, peut-être aussi au niveau du fonds d'archives de l'INSEP. Je ne sais pas. Ouais. J'ai été à l'INSEP sur le dossier, sur le fonds, sur Maurice Baquet, et il n'y a rien. Il n'y a rien sur son dossier. Dorian, tu l'as consulté aussi. Et, moi, j'ai rien trouvé là-dessus. Après, sur le financement, je pense que c'est... Alors, mais là, je prends des pincettes. Hein, je pense que c'est le groupement corporatif de Jean Lucher qui finance et qui permet à cette colonie de bien vivre et d'être très bien installée. Parce que je n'ai pas parlé du rationnement et de la nourriture, mais ils sont bien dotés par rapport à ça, quoi. Les enfants vivent bien, ils ont à manger tous les jours, ce qui n'est pas forcément le cas de la population sur la période. Il y a des tableaux qui comparent le poids des enfants à l'entrée de la colonie et à la fin de la colonie. Les enfants prennent 5 kilos en moyenne sur la colonie, donc ils mangent bien. Yvon, merci pour la présentation. Alors, j'ai une hypothèse, à toi de me dire si je fais fausse route ou pas. Tu as peu parlé de Jean Lucher, qui est quand même un collabo, qui a été fusillé en 1945, qui a créé un journal collaborationniste. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière tout ça je sais pas, des références au modèle allemand, sur le fait, quand tu parles des jeux, on se brûle, voilà, on endurcit les corps, voilà, on retrouve peut-être des similitudes. Quand tu dis qu'ils mangent bien, on peut peut-être se douter qu'ils ont peut-être des accointances avec l'occupant et ça peut aider pour nourrir les enfants. Voilà, est-ce que derrière, il n'y aurait pas une entreprise, pour faire simple, d'endoctrinement, qui passe par une éducation physique un peu plus virile? Alors après, qu'est-ce qu'ils font à côté? Est-ce qu'il y a
des activités entre guillemets, je sais pas, intellectuelles ou voilà, est-ce qu'il y a d'autres activités que l'éducation physique? Donc voilà, est-ce qu'il y a derrière, du fait de, voilà, tu dis qu'il peut financer, qu'il est comme ils écrivent, il publie un journal alors qu'on est, comme tu dis, en plein rationnement et le papier devient de plus en plus difficile. Donc est-ce que le fait peut-être d'avoir des amis allemands a peut-être facilité un certain nombre de choses, notamment dans soit la nourriture ou le fait qu'ils soient bien accueillis dans des bonnes conditions? Alors ça, c'est le versant effectivement qui relie la colonie de vacances au groupement corporatif. Et je pense effectivement que l'influence de Jean Lucher sur le bon déroulement de cette colonie est effectivement flagrant. C'est-à-dire que cette colonie n'aurait pas pu se dérouler dans les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée s'il n'y avait pas eu Jean Lucher qui était derrière, avec le réseau qu'il avait, l'influence qu'il pouvait avoir et les moyens dont il avait à disposition. Mais c'est effectivement comment ça s'appelle, le versant plus politique, entre guillemets. Et je voulais, au cours de cette présentation, me centrer effectivement plus sur le côté pratique. Après, sur le rapport entre le modèle allemand et ce qui a pu être proposé par les élèves sessionnaires. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une confrontation à l'effort viril pour les garçons et pour les filles, qui rentre bien dans le modèle, effectivement, à la fois de la méthode naturelle et de l'EGS d'une manière générale, quoi. Donc je pense que ça se tient, effectivement. Merci Yvon. On va laisser Merci la place à Étienne pour la dernière communication de cet après-midi.